Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Simplicure qu'on propose aujourd'hui avec le laboratoire Lorica. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Maëva Men. Hello Maëva, comment vas-tu? Bonjour Solène, bonjour tout le monde. Ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de thyroïde. Donc la thématique aujourd'hui, ça va être comprendre la thyroïde pour mieux la soutenir. Thématique qui va sans doute tous beaucoup vous intéresser, vu le nombre d'inscrits qu'on avait pour cette conférence. Donc avant de te laisser la parole, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Livestorm, vous pouvez à tout moment envoyer des messages dans le chat, principalement s'il y a des soucis au niveau des fonctionnalités, que ce soit au niveau du son ou de l'image. Envoyez-les dans le chat et du coup, on pourra vous aider. Si vous avez des questions concernant la présentation, pourriez-vous les poser dans la rubrique questions prévue à cet usage en bas à droite. Ça sera beaucoup plus simple pour nous ensuite pour y répondre à la fin, parce qu'on garde 15 minutes pour répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Et vous pouvez également d'ailleurs voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. C'est sans doute par ces questions qu'on commencera à la fin également. Donc, sans plus attendre, je peux te laisser la parole, Maëva. Tu peux peut-être te présenter un petit peu et commencer parce qu'on a plein de choses à voir. Non, très rapidement, parce que j'ai envie de laisser vraiment place à cette superbe glande qu'est la thyroïde. Donc, je suis Maëva Men, naturopathe, et aujourd'hui, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée justement de partager les connaissances que j'ai pu acquérir dans ma pratique et aussi dans le cadre des formations, puisque j'exerce en tant que formatrice et coach également. Et c'est vrai que la thyroïde, c'est un sujet qui revient très souvent. C'est une glande qui est fantastique. On a souvent beaucoup de questions à ce sujet. Donc l'idée justement, ça va être de vous fournir dans un temps record le plus d'informations possibles qui vont vous être précieuses justement pour mieux comprendre la thyroïde, pour mieux comprendre les troubles thyroïdiens et puis pour pouvoir soutenir cette glande et soutenir les personnes évidemment que vous avez en face de vous. Alors, donc, on va commencer par explorer justement la thyroïde elle-même, donc en identifiant aussi les facteurs qui vont entraîner des dysfonctionnements qu'on va être amené à accompagner. Et puis l'idée, c'est que vous puissiez découvrir pourquoi il est possible de présenter des symptômes de troubles thyroïdiens même quand la glande fonctionne correctement. Donc ça va être aussi un des enjeux de la présentation. Et vous allez voir que finalement, s'occuper de la thyroïde, c'est pas seulement s'occuper de la thyroïde, ça peut être s'occuper aussi de facteurs extérieurs qui viennent la perturber ou bien dont découlent des conséquences désagréables, inconfortables pour nous. Donc l'idée, ça va être de voir tous ces points de dysfonctionnement et de pouvoir amener des solutions naturelles, évidemment. Alors, au niveau des dysthyroïdies, en fait, donc on va avoir plusieurs troubles thyroïdiens qu'on va regrouper sous le terme de dysthyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est ce qui va se caractériser par la production insuffisante d'hormones thyroïdiennes. Et là, alors, à ce moment-là, les symptômes sont divers et variés et ils vont aussi varier en fonction du degré du déficit hormonal. Et à l'inverse, l'hyperthyroïdie se produit quand la production d'hormones thyroïdiennes est en excès. Donc, ces dysthyroïdies, elles touchent officiellement 15% de la population. Mais comme je vous dis, c'est officiel et le chiffre officiel, finalement, ne ressemble sans doute pas à la réalité, en tout cas vraiment très peu en ce qui concerne la thyroïde, puisqu'il y a énormément de déséquilibres thyroïdiens qui ne sont pas diagnostiqués. Il existe des hypothyroïdies frustres aussi, qui sont sans doute les plus nombreuses et vous avez dû sûrement déjà en voir en cabinet. Donc, pour aussi argumenter en faveur du besoin de soutien de la thyroïde, on sait maintenant que les prescriptions médicales en ce qui concerne les hormones thyroïdiennes sont les 4e prescriptions en France et aux États-Unis. Alors, les facteurs de risque associés à la thyroïde, ils sont divers et variés. Ils vont être liés aussi au genre, c'est-à-dire que quand on est une femme, on a plus de risques de développer des troubles thyroïdiens. À l'âge également, plus on avance en âge, plus on va avoir de risques de développer des troubles thyroïdiens à certaines périodes de la vie, notamment après la grossesse, lors de la ménopause. Et puis, des choses qui vont nous concerner plus tous directement, ça va être l'exposition aux polluants et puis, bien sûr, notre mode de vie occidental. Alors, dans ma pratique, les raisons pour lesquelles les consultants viennent et qui peuvent être mises en lien avec des troubles thyroïdiens, ils vont être divers et variés là aussi, mais très souvent, on va retrouver soit une fatigue chronique, soit une perte de cheveux inexpliquée, parce que ça touche aussi la santé des fanères,
soit une prise de poids inexpliquée ou alors une résistance à la perte de poids. Ça peut être aussi, alors je dis ou, mais ça peut être ensemble, hein, c'est pas incompatible évidemment. Et puis ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les problématiques de fertilité, voire même des fausses couches à répétition. On va partir à la découverte de cette glande. Donc, la thyroïde, c'est une petite glande. C'est une petite glande qui est en forme de papillon, qui est composée donc de 2 lobes qui vont être reliés par un isthme qui lui donne justement sa forme. C'est une glande qui se situe à la base du cou, en avant de la trachée, juste sous le cartilage thyroïde, donc ce qu'on appelle aussi la pomme d'Adam. Ces dimensions, bon, elles sont généralement assez homogènes, même si évidemment il y a des différences interindividuelles. On va dire environ 5 cm de hauteur, 4 cm de largeur, 2 cm d'épaisseur. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement sa taille dans l'absolu, c'est surtout les modifications de sa morphologie, puisque très souvent, quand il y a une modification, une évolution de sa morphologie, ça va être un signe de dysfonctionnement. Par exemple, quand elle augmente de volume, ça forme un épaississement qu'on appelle le goitre. Et donc, en raison de son emplacement juste sous la peau, elle est très facilement accessible, donc elle est facilement palpable lors de l'examen médical, mais elle est aussi très accessible au bistouri, et donc c'est ce qui explique aussi en partie pourquoi il est si facile de rencontrer des personnes qui ont déjà vécu une ablation de la thyroïde, puisqu'il y a quand même un nombre très élevé, trop élevé sans doute, de ce type d'opération. Donc derrière la thyroïde, on trouve de petites glandes qui s'appellent les parathyroïdes, qui sont responsables de la régulation du métabolisme du calcium, en équilibre avec la thyroïde. On ne va pas parler de celle-ci dans le webinaire, sinon il me faudrait au moins une semaine entière déjà pour vous parler rien que de la thyroïde. Alors si en plus on rajoute les glandes annexes, on n'aura pas fini. Et donc on va vraiment se concentrer sur la thyroïde et sur la production, une certaine production de la thyroïde. Puisqu'en fait, la thyroïde, c'est donc une glande qui est constituée de follicules arrondis qui contiennent une substance, la colloïde, on va y revenir, et cette glande va sécréter plusieurs produits. On va avoir notamment la calcitonine qui va influencer le taux de calcium dans le sang, qui va avoir aussi un effet sur le métabolisme osseux, même si, comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. Et puis, elle va sécréter également d'autres produits, notamment la thyroxine, qu'on connaît aussi sous le nom de T4, qui va représenter la majorité des produits thyroïdiens, entre 80 et 90%. On va avoir aussi la T3, donc la triiodothyronine, qui va plutôt constituer une plus petite part, entre 7 et 10% des hormones thyroïdiennes. Et puis, on va avoir la T2 et la T1, dont on parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Alors, en naturopathie, le système glandulaire et d'ailleurs le système nerveux sont tous deux considérés comme des réservoirs très importants de vitalité. On a besoin de les soutenir, on a besoin de les chouchouter très régulièrement parce qu'ils jouent un rôle crucial dans notre bien-être. Et dans cette approche, eh bien, la thyroïde, forcément, elle va occuper une place centrale puisque c'est la glande de la vitalité. C'est-à-dire que quand la thyroïde est active, notre vitalité augmente. Donc une thyroïde active, elle va être associée à tout un tas de choses qui va être liées justement à cette vitalité, à cette sensibilité, puisque plus elle est active, plus on peut avoir aussi une sensibilité à certaines émotions, et notamment les émotions centrifuges, celles qui poussent vers l'extérieur. Donc ça peut être la joie, ça peut être la sympathie, l'envie de faire du contact avec l'autre, mais ça peut être aussi la colère. C'est une sorte de volonté de faire du contact avec l'autre, parfois. Quand la glande est active, ça va se traduire par un métabolisme qui va augmenter. Donc, on va le voir vraiment au niveau de l'augmentation du métabolisme, au niveau de l'augmentation de la respiration, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de la digestion, etc., etc. Par contre, en cas d'hypofonctionnement de la thyroïde, à ce moment-là, la vitalité va diminuer et ça va se manifester par un ralentissement du rythme cardiaque, par un ralentissement du rythme respiratoire, une baisse de la température corporelle, une baisse du métabolisme. Et les émotions qu'on va retrouver en association avec cette baisse de métabolisme, ce sont plutôt des émotions centripètes, tournées vers l'intériorité, et on va retrouver par exemple la tristesse ou la peur. Donc, en fait, se mettre en hypothyroïdie, même si c'est un phénomène inconscient, on ne décide pas de se mettre en hypothyroïdie, mais c'est ce qu'a choisi souvent le corps pour activer ce que j'appelle le mode survie. Voilà, ça va viser à économiser de l'énergie.
Donc, ce que je cherche aussi à vous dire à travers cette diapo, c'est qu'il existe réellement un lien très étroit entre les émotions et le fonctionnement de la thyroïde, puisque les émotions sont influencées par l'équilibre hormonal et en retour, eh bien, les émotions, les stress qui nous parcourent ou qu'on rencontre vont aussi avoir un impact sur la fonction thyroïdienne. Alors, on s'est même rendu compte, ça c'est quelque chose qui est assez fascinant, que la thyroïde en particulier va recevoir et va réguler les émotions avant d'informer le cerveau. Et c'est ce qui a aussi permis de comprendre comment les émotions étaient étroitement liées à la connaissance et comment le fonctionnement de la thyroïde était aussi étroitement lié à la cognition. En gros, bon, voilà, c'est très schématique, là c'est pareil, on pourrait aussi développer beaucoup plus, mais c'est une information qui est intéressante à avoir en tête. Alors, je vous ai parlé de la thyroïde comme étant la glande de la vitalité, mais c'est aussi la glande de l'adaptation. Elle va être très sensible à notre environnement, elle va réagir aux variations climatiques, elle va réagir aux orages, aux rayonnements ultraviolets, aux différents sons, aux ondes électromagnétiques, etc., etc. Et je ne sais plus si je l'ai déjà dit, si je me répète, mais bref. Et en fait, elle va percevoir toutes ces influences-là et son travail, ça va être justement d'adapter le métabolisme en conséquence. Alors, si on revient à quelque chose de plus terre à terre, plus dans la matière, avec un aspect un peu plus physiologique, tout en gardant toujours en tête ce lien, l'importance de ces liens entre le corps et l'esprit, en tout cas dans ce contexte-là, je vous ai réalisé un grand tableau récapitulatif qui va mettre justement en évidence les principaux effets des hormones thyroïdiennes. Alors, c'est important de noter que toutes les cellules de notre corps possèdent des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que tous les systèmes du corps peuvent être affectés. Et ça veut dire aussi par la même occasion que mon tableau n'est même pas exhaustif et pourtant, il y a quand même pas mal de choses décrites. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand il y a une insuffisance thyroïdienne, donc une hypothyroïdie ou une clinique d'hypothyroïdie, on va observer un ralentissement du métabolisme. Donc ça peut se traduire en séance, on va le voir dans nos entretiens, par de la constipation, par une prise de poids, par des difficultés de concentration, de mémorisation, par une frilosité aussi, une grande fatigue, alors surtout la fatigue matinale. Dès qu'il y a une fatigue, quand les personnes vous disent « alors je me réveille, je suis plus fatiguée que la veille en allant me coucher », ça peut être un signe aussi, surtout si c'est associé à une sensation de visage un peu bouffi avec un peu d'œdème au niveau des paupières, là, les paupières qui gonflent le matin. Ça, c'est aussi un des signes. Il y a d'autres signes, on va en reparler, ça peut être les paumes des mains et les plantes des pieds qui tournent un petit peu au jaune orangé parce qu'il y a une mauvaise conversion du bêta-carotène. On va en parler tout à l'heure. Et puis, alors je parlais de l'œdème, mais tout simplement la tendance à retenir l'eau. Donc, à faire de l'œdème, ça peut être au niveau des jambes. On peut avoir des marques plus importantes des chaussettes, des pantalons, du soutien-gorge, enfin bref, une tendance à la rétention d'eau. Et puis, notre tableau, eh bien, il peut être complété aussi au niveau psycho-émotionnel, puisque très souvent, l'hypothyroïdie va être associée à des sentiments, à des émotions plus en lien avec la tristesse, avec la peur, avec l'anxiété, voire même un certain terrain dépressif. Et puis, eh bien, en cas d'hyperthyroïdie, c'est-à-dire d'excès d'hormones thyroïdiennes, alors là, le métabolisme, il est à balle, il est très accéléré. Et là, ça va plutôt se traduire par une difficulté à prendre du poids, parce que là, le corps, il va brûler rapidement les sucres, et il peut même brûler les graisses. Bon, jusque-là, on dit il n'y a pas de souci. Par contre, il peut même brûler les muscles aussi. Donc, il peut vraiment y avoir une fonte au niveau du poids, mais en fait, au niveau de toute la constitution de la personne. Très souvent, les personnes en hyperthyroïdie sont un petit peu plus agitées, un petit peu plus irritables, avec des émotions qui peuvent aller de la colère à la joie. Alors, pas forcément de passer de l'un à l'autre, mais des personnes qui peuvent être très colériques, d'autres qui peuvent être très joyeuses, d'autres qui peuvent être un petit peu des deux. Au niveau de la digestion, on va avoir un transit accéléré avec des selles plutôt molles, voire même de la diarrhée. Et puis, on va pouvoir retrouver aussi en conséquence de ces dérèglements un risque accru de problématiques cardiovasculaires, de problématiques d'oxydation aussi, puisque le métabolisme s'accélère. La glande thyroïde elle-même, c'est une glande qui est très pro-oxydative. Son travail, en tout cas métabolique, génère pas mal d'oxydation. Et en fait, cette oxydation, eh bien, tout simplement, elle va être aussi à mettre en lien avec les problématiques cardiovasculaires, puisque les radicaux libres vont venir altérer la paroi des vaisseaux sanguins, et puis
aussi vont venir oxyder le LDL. Et comme vous le savez, ce n'est pas le cholestérol à proprement parler qui pose problème, mais c'est l'oxydation du LDL. C'est même pas le LDL à proprement parler non plus vraiment qui pose problème, c'est son oxydation. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais pour vous expliquer justement les liens qu'on peut faire entre ces différents systèmes. Donc, sur le plan psycho-émotionnel, en cas d'hypo, on va plutôt se retrouver face à des personnes mélancoliques, avec une expression émotionnelle qui peut être un petit peu limitée. On voit que les gestes sont plus lents, ou alors il n'y a même pas de geste du tout. Même au niveau de la parole, il n'y a pas un débit très fort. Alors, moi, j'ai un très fort débit aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et ça, ce serait plus une marque en séance d'une personne qui a une thyroïde qui carbure, plutôt une hyperthyroïdie qui peut être associée aussi à de l'hypersensibilité, à une certaine manie, et puis elle a tendance à parler à la parole italienne, voilà, à joindre les gestes aux mots aussi. Il y a quelque chose qui est très centrifuge chez l'hyperthyroïdien. Alors, voyons voir le système. Donc, ces 4 points-là qu'on va voir, ce sont des points qui sont importants à garder en tête. Ça va être finalement le déroulé de toute la présentation et c'est ce qui va permettre de déterminer à quel niveau on va se retrouver face à un élément bloquant et à quel niveau on va pouvoir agir, parce que c'est ça qui nous intéresse, évidemment. Donc, l'histoire du système thyroïdien, tout commence au niveau de l'hypothalamus qui va sécréter un messager, la TRH, donc l'hormone thyréotrope, en réponse aux signaux du corps. La TRH va être transportée à l'hypophyse, où elle va stimuler elle-même la sécrétion de TSH, donc la thyréostimuline, et la TSH, à son tour, va se lier aux récepteurs qui sont situés sur les follicules thyroïdiens, donc de la glande thyroïde, et c'est ce qui va déclencher la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc avant la synthèse des hormones thyroïdiennes, il y a déjà tout un schéma. Une fois que les hormones sont synthétisées, elles vont ensuite être activées dans les tissus périphériques et elles vont être transportées au niveau des cellules cibles, donc dans les cellules cibles du corps entier. C'est un processus qui est hyper complexe, c'est un processus qui peut présenter des déséquilibres à chaque étape. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter point par point chacune de ces étapes pour mieux comprendre les déséquilibres potentiels et puis pour mieux pouvoir soutenir justement cette glande et voir comment on peut axer nos accompagnements. Même s'ils sont individuels, il y a quand même des choses à savoir. Alors, c'est un schéma qui est très, très parlant, donc on va beaucoup s'appuyer dessus justement pour parler de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, comme je vous le disais, c'est un processus qui est très complexe, qui se fait en plusieurs étapes. La première étape, là que vous voyez, toutes les étapes sont symbolisées par des petits numéros. Donc, la première étape, on est sur la formation et le stockage de la thyroglobuline dans le colloïde. Alors, qu'est-ce que c'est que la thyroglobuline? En fait, c'est une protéine, une glycoprotéine pour être exact, qui est le précurseur des hormones thyroïdiennes. Elle joue un rôle absolument fondamental dans toutes les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes, puisqu'en fait, c'est la structure de base sur laquelle vont être créées, synthétisées les hormones thyroïdiennes. C'est les fondations des hormones thyroïdiennes. Pour cette première étape, donc pour ce processus, on va avoir besoin de tyrosine, mais aussi, imaginez qu'on ait une immunité qui soit déréglée avec des anticorps anti-thyroglobuline, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, cette protéine ne pourra pas faire son travail parce qu'elle va être embêtée par notre immunité. Et donc, on va devoir s'assurer aussi d'avoir une immunité qui reste calme et paisible face à cette protéine. Tout ça, on va en reparler aussi. Mais là, déjà, on peut se dire, ah, il y a ces points de déséquilibre-là, la tyrosine et puis le fonctionnement de l'immunité. La deuxième étape, ça va être en lien avec l'iode, c'est donc le captage et l'oxydation de l'iodure. En fait, les cellules thyroïdiennes, elles vont venir prélever dans le sang l'iode qui va être nécessaire à la synthèse des hormones, puisqu'en fait, justement, on va venir coller ces atomes d'iode à notre structure de base pour pouvoir réaliser les hormones thyroïdiennes. Et en fait, l'iode, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour rentrer dans la cellule thyroïdienne, à l'intérieur du follicule thyroïdien, on va avoir besoin d'un transport actif. Qui dit transport actif dit utilité, nécessité d'avoir une mitochondrie qui fonctionne bien, puisque ça veut dire que c'est un transport ATP dépendant. Donc, quand on a une mitochondrie qui a du mal à fonctionner, à ce moment-là, c'est problématique. Et effectivement, on peut aussi avoir un facteur limitant dans la captation de l'iode, dans l'utilisation de l'iode.
Puis la mitochondrie, elle va jouer un rôle fondamental puisqu'elle va agencer des petites choses voilà, pour permettre d'enrichir justement l'iode, le rendre plus performant. Et puis, elle va aussi augmenter sa capacité de transport, alors jusqu'à 250 fois la capacité initiale. Et à ce moment-là, alors, on va avoir plusieurs facteurs limitants aussi, notamment les perturbateurs endocriniens qui peuvent venir inhiber l'absorption de l'iode. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, on va retrouver les peintures, par exemple. On va en reparler tout à l'heure un petit peu, mais tout ce qui est en lien aussi avec la pollution automobile, etc., qui va venir empêcher la fixation de l'iode. La troisième étape, ça va être l'iodation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, on va avoir nos matériaux nécessaires justement à la synthèse des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire la tyrosine, qui est un acide aminé, et l'iode, qui va venir se fixer sur la tyrosine. Donc, c'est justement ce phénomène d'iodation. Et l'iode, elle va pouvoir se lier à la tyrosine de la thyroglobuline sous l'action d'une enzyme qu'on appelle la thyroperoxydase, donc TPO, et qui va jouer un rôle central dans la glande thyroïde. Cette enzyme, elle est située dans la membrane des cellules thyroïdiennes et elle est responsable aussi de l'incorporation du coup de l'iode dans la thyroïde et puis de son l'iodation de la thyroglobuline. Donc évidemment, qui dit membrane cellulaire aussi, on va penser aux oméga 3. Je ne vais pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais il faut toujours y penser quand on veut restaurer une fonction cellulaire, parce que c'est ce qui va permettre de mieux activer justement tous ces transporteurs-là, restaurer les fluidités membranaires, et puis d'activer aussi les récepteurs. Alors, on en reparlera peut-être un petit peu à ce moment-là, mais pour les récepteurs des hormones thyroïdiennes, on a besoin aussi d'un bon statut en oméga 3, puisqu'on a besoin de membranes cellulaires qui soient hyper fonctionnelles. Et donc, l'action de cette enzyme, là, la TPO, elle est pro-oxydante, ce qui signifie que la thyroïde va avoir besoin d'antioxydants et notamment de sélénium pour se protéger contre l'oxydation excessive. Et elle va aussi avoir besoin de micronutriments pour fonctionner. Et puis, bien sûr, on va retrouver à ce niveau des problèmes d'auto-immunité, le cas échéant, qui vont venir altérer cette enzyme et on va encore se retrouver dans un accompagnement en lien avec la modulation de l'immunité et pas forcément directement sur la thyroïde. On a une quatrième étape qui va être l'union de la T1 et de la T2. Alors, je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. En fait, quand on associe la tyrosine à l'iode, à un atome d'iode, ça forme de la T1. Et quand on l'associe à 2 atomes d'iode, ça forme de la T2. Ensuite, on va retrouver des enzymes dans le colloïde qui vont venir former de la T3 et de la T4. Et donc, la T3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la T2 avec de la T1. Et la T4, qu'est-ce que c'est? C'est de la T2 avec de la T2. Bon, jusque-là, normalement, on n'a pas besoin d'avoir fait un maths sup pour ça. J'espère que c'est assez clair aussi ce que je vous raconte, parce que je sais que je peux avoir un sacré débit, mais n'hésitez pas à poser vos questions, en tout cas, si jamais il y a des difficultés, si j'ai besoin d'expliquer un petit peu plus. Et donc, en fait, il y a une différence entre la T4 et la T3, puisque la T4, ça va être l'hormone de réserve, c'est celle qui va être stockée. Donc, selon les besoins de l'organisme, il va pouvoir convertir T4 en T3. Et T3, ça va être la forme active. C'est vraiment elle qui va agir au niveau cellulaire. Donc, qui va agir sur le métabolisme, qui va agir sur le développement, la croissance, etc. Et puis ensuite, on va avoir donc une dernière étape au niveau de la synthèse des hormones thyroïdiennes, ça va être leur libération, évidemment, puisque on va avoir notre thyroglobuline qui va servir de support, et puis sur lequel on va construire, donc on va avoir la thyroglobuline avec la tyrosine, sur lequel on vient mettre nos atomes d'iode, et une fois que l'hormone est prête, il va falloir la séparer de son support, de la thyroglobuline. Et donc, c'est cette 5e étape, et c'est ce qui va permettre aux hormones thyroïdiennes de pouvoir passer dans la circulation sanguine et puis d'être transportées et de faire ce qu'elles ont à faire. Donc, chacune de ces étapes-là est absolument cruciale, justement, dans la synthèse, dans la régulation des hormones thyroïdiennes. C'est pour ça que je prends le temps de vous les expliquer. Et on peut avoir des déséquilibres à n'importe laquelle de ces étapes. Et du coup, ça peut entraîner des problématiques thyroïdiennes. Donc, c'est important aussi de revoir un petit peu les bases d'anat physio pour mieux comprendre ce qui se passe. Bon, alors, très, très, très rapidement là-dessus, parce que finalement, ça reprend aussi ce que j'ai voulu apporter. Juste une petite
Une petite information quand même supplémentaire. Donc, au niveau de la conversion de T4 en T3, donc c'est une étape qui est absolument cruciale. Ah mais ça va pas passer. Pour que les hormones soient actives, j'ai eu un bug, j'espère que c'est bon. En fait, la thyroïde, comme je vous disais, elle produit elle-même moins de 10% de T3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 90% de la T3 provient de la T4 qui a été transportée dans des tissus périphériques, comme le foie, comme les reins, comme les intestins. Et c'est à cet endroit-là qu'elle va subir une transformation. Donc, cette conversion, elle est réalisée grâce à une enzyme qu'on appelle la 5'-désiodase. Le prime est important et qui va éliminer un atome d'iode. Donc là, on va passer de 4 à 3 atomes d'iode, comme vous voyez sur le schéma. Et en fait, en fonction de l'enzyme, l'iode ne va pas être enlevé au même endroit et c'est ça qui peut poser quelques difficultés. Puisqu'en fait, la T4, elle peut donc soit être convertie en T3 par la 5'-désiodase, ou alors convertie en une autre forme qui s'appelle la T3 reverse, ou reverse T3, bref, la RT3, qui est une forme inactive et qui a été convertie par une enzyme qui s'appelle la 5'-désiodase. Et cette enzyme-là, elle intervient surtout en cas de stress. Alors, le cortisol, donc qui est une hormone de stress, bon, qui est une hormone vitale, mais en tout cas, en cas de stress chronique, on va avoir un taux de cortisol qui plafonne. Et bien, quand les taux de cortisol sont trop élevés, sont excessifs, ça va venir inhiber l'activité de la 5'-désiodase au profit de l'autre enzyme qui va convertir en RT3. En d'autres termes, le cortisol, le stress chronique, vient bloquer la conversion de T4 en T3. Et ça, c'est embêtant pour nous. C'est-à-dire que le stress chronique, c'est aussi une piste à prendre en cause. Alors, pourquoi le corps a choisi de faire ça? En fait, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment une réponse encore à quel point le corps est merveilleux. C'est une réponse au stress prolongé. C'est-à-dire que dans la nature, on n'a pas de patron, normalement. Et les stress prolongés, souvent, sont liés soit à la maladie qui va s'installer ou une blessure qui va s'installer, soit à la famine, au manque d'aliments. Et donc, à ce moment-là, c'est nécessaire pour le corps de ralentir le métabolisme pour pouvoir favoriser la survie à long terme. Et c'est ce qui va expliquer aussi pourquoi, dans le cas des hypothyroïdies, un jeûne qui va être mal préparé ou bien une restriction calorique excessive ou d'autres situations de stress vont aggraver les problématiques de thyroïde, en particulier chez les personnes qui souffrent déjà de problématiques thyroïdiennes, donc qui ont déjà une fragilité à ce niveau-là. Parce que dans ces conditions, T4 va être converti en RT3 plutôt qu'en T3 active. Et la RT3 va prendre la place de la T3 active au niveau des cellules cibles. Donc, c'est vraiment important aussi à prendre en compte, par exemple, quand on accompagne des personnes en surpoids. Et c'est aussi pour ça qu'on va justifier nos contre-arguments face aux régimes drastiques qui peuvent être conseillés parfois. Il faut vraiment faire attention à ça, puisqu'en fait, au final, ce type de régime va venir placer la personne en hypothyroïdie. Alors là, c'est le chat qui se mord la queue. On rentre dans un cercle vicieux où on va reprendre du poids, etc. Et c'est très compliqué de sortir de ces régimes yo-yo, comme on dit. Donc, à éviter, à fuir absolument. Par rapport au fait que la T3 reverse prenne la place de T3 au niveau des récepteurs cellulaires, c'est intéressant aussi parce que c'est ce qui peut expliquer pourquoi un bilan sanguin peut être a priori parfait, avec une TSH assez basse, avec une T4 et une T3 tout à fait correctes, alors qu'en fait, dans la clinique, on va avoir tous les signes d'hypothyroïdie, l'œdème, la prise de poids, la fatigue, bref, tout. Et en fait, c'est vraiment à cause, enfin en tout cas, c'est vraiment lié à la présence accrue de T3 reverse qui va justement freiner le métabolisme, même si la thyroïde à la base fonctionne bien. Donc, on va revenir aussi sur les bilans parce que c'est important de pouvoir les lire et de pouvoir bien les comprendre. Avant ça, un petit mot sur le rétrocontrôle, parce que ça fait aussi partie quand même du système thyroïdien. Donc, on a parlé de la synthèse, on a parlé du transport, de la conversion, de la réception cellulaire. Une fois que la conversion est réalisée, en fait, la T3 va circuler jusqu'à atteindre ces cellules et là, elle va délivrer son message. Et en fait, la majeure partie des hormones thyroïdiennes qui sont libérées dans le sang, elles vont se lier à une protéine plasmatique
plusieurs protéines plasmatiques, mais la principale, ça va être la TGB. On l'appelle aussi la globuline liant la thyroxine, donc l'hormone thyroïdienne. En fait, c'est une protéine qui est produite par le foie et qui va servir de transporteur aux hormones thyroïdiennes. Et c'est ce qui va permettre aussi de protéger la dégradation de l'hormone et ce qui va aussi permettre de protéger sa disponibilité, entre guillemets. Et puis, on va avoir ce mécanisme de rétrocontrôle qui va être régulé justement par nos glandes centrales et qui va permettre de maintenir l'équilibre des hormones thyroïdiennes. Donc, quand le transporteur a lâché son hormone, on va avoir une lecture justement des niveaux de T3 et des niveaux de T4. Et quand ces taux baissent dans le sang, eh bien, l'hypophyse va libérer davantage de TSH pour stimuler la thyroïde, pour qu'elle puisse produire beaucoup plus d'hormones thyroïdiennes. Et en revanche, si les taux de T3 et de T4 deviennent plus élevés, eh bien, à ce moment-là, la production de TSH diminue pour éviter une surstimulation de la thyroïde. Donc, c'est une boucle de rétrocontrôle qui va assurer le maintien de l'homéostasie au final, au niveau des hormones thyroïdiennes, au niveau du métabolisme. Et c'est ce qui permet à l'organisme d'ajuster en fonction de ses besoins métaboliques. Alors, le bilan. Il y a des petites choses à dire sur le bilan. C'est vrai que très généralement, très souvent, quand on demande en accord avec le médecin un bilan, alors il peut avoir recours à des dosages sanguins, des hormones T3 et T4, mais très souvent, on va avoir juste la mesure de la TSH parce que la TSH, grâce à ce phénomène de rétrocontrôle-là, va offrir un reflet indirect du fonctionnement de la thyroïde. Donc, quand on se dit, bah oui, plus il y a de T3 et de T4, moins il y a de TSH et réciproquement, on se dit, ça permet de voir quand même certaines choses. C'est pas faux, mais pour moi, c'est quand même une approche qui a des limites. Pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'on vient de voir, par exemple, la conversion de T4 en T3 reverse, la TSH, elle ne va pas donner le reflet de la conversion de T4 en T3 reverse. Et encore moins, et elle ne va pas forcément non plus donner le reflet de la conversion de T4 en T3. Donc, on peut être un petit peu limite et avoir une T3 reverse, par contre, qui flambe et du coup avoir une clinique d'hypothyroïdie et on passe à côté de ça. Elle ne va pas non plus refléter ce qui se passe au niveau de la 5' désiodase, puisqu'il existe deux types de 5' désiodase. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de deux désiodases, une qui faisait la T3, une qui faisait la RT3. Eh bien, au niveau de celle qui fait de la T3, il en existe deux. Il y en a une qui est dépendante du sélénium et une qui ne dépend pas du sélénium. Celle qui dépend du sélénium, elle se trouve au niveau périphérique. Donc, elle a besoin de sélénium pour pouvoir travailler avec les hormones thyroïdiennes. Celle qui ne dépend pas de sélénium se retrouve au niveau central. Donc, plutôt justement au niveau du système nerveux central pour travailler avec les glandes, etc. Puisque l'hypophyse aussi, par exemple, a besoin d'hormones thyroïdiennes pour fonctionner. Sinon, elle ne fonctionne pas. Et comme il y a une priorité vitale du fonctionnement central sur la périphérie, le corps a décidé d'éviter que les carences micronutritionnelles puissent avoir un impact à ce niveau-là. Et donc, on va avoir une enzyme qui fonctionne beaucoup plus facilement au niveau central que périphérique. Et donc, on peut avoir un taux de T3 au niveau central qui est correct, puisqu'il va y avoir une priorité à ce niveau-là. Par contre, au niveau périphérique, c'est écroulé. Et notamment en cas de carence en sélénium, de déficit, même sans parler de carence. Et puis, une autre limite aussi, ça va être la fourchette de référence des valeurs. Alors, je vous ai mis un petit schéma, je crois que c'est un petit peu après, qui va être assez parlant. C'est-à-dire que les fourchettes de référence des valeurs normales en ce qui concerne les hormones thyroïdiennes et notamment la TSH, déjà, ça peut varier considérablement d'un laboratoire à l'autre. Et puis, ça varie considérablement entre le minimum et le maximum. Et alors, c'est vrai que ce sont des valeurs qui sont récopilées par les labos en fonction des personnes considérées comme saines, ou pas forcément, mais en tout cas, voilà, on va faire une moyenne, on va faire un écart pour pouvoir trouver des clous, quoi, pour pouvoir catégoriser un petit peu, voir ce qui se passe et puis mettre en place un diagnostic si besoin. Sauf que la plupart des personnes finalement qui font un bilan, à ce niveau-là, même s'il n'y a pas de diagnostic posé, ils peuvent aussi avoir un déséquilibre au niveau de la thyroïde. C'est ce qui explique que la fourchette aussi entre le minimum et le maximum de ces valeurs peut être très large. Et souvent, on est presque à l'ordre du x10 quand même. Donc, ça peut rendre
compliquer l'interprétation du bilan et puis de le mettre en lien avec la clinique. Et ce que je dis souvent, quand on a comme ça un écart très important entre le minimum et le maximum, c'est comme si on vous disait finalement que votre poids de forme, il devait se situer quelque part entre 50 et 500 kilos. À un moment, ça ne veut plus rien dire, en fait. Et il y a plus de... Il n'y a plus trop de logique. Donc, l'idée, c'est de se rappeler que plus la TSH est élevée, plus on va avoir des symptômes associés très souvent, et plus aussi il va y avoir l'expression de certaines comorbidités, comme des troubles lipidiques, notamment le cholestérol, l'hypertension artérielle, d'autres troubles cardiovasculaires, des dépressions, etc. Et donc, c'est vrai que dans notre approche en tant que naturopathe ou en tant que micronutritionniste, on va être un petit peu plus exigeant par rapport à ces normes-là pour pouvoir détecter des déséquilibres avant qu'ils se transforment en maladies diagnostiquées. Donc, c'est vraiment essentiel de prendre en compte tout ce contexte clinique, les symptômes de notre consultant, ses ressentis, son énergie, etc., pour observer, pour valider la fonction thyroïdienne, plutôt que de se fier uniquement aux valeurs sanguines. Alors, par rapport au bilan, justement, donc, on a quand même une base qui est très importante, qui va être la mesure de la TSH, de la T3, de la T4, puisque ça va fournir des informations importantes pour évaluer la fonction thyroïdienne. Mais elles ne sont pas toujours suffisantes pour obtenir un tableau vraiment complet de la santé thyroïdienne. Et puis, on peut avoir des valeurs qui se situent dans des plages de référence normales, entre guillemets, alors qu'il y a des symptômes très clairs de dysfonctionnement thyroïdien. Et c'est pour ça que, si on peut, ça peut être parfois intéressant d'aller un petit peu plus loin que ces valeurs de base pour pouvoir obtenir une évaluation plus précise. Dans le premier tableau, donc comme je vous disais, on va avoir les valeurs de base, la TSH, la T3 et la T4 principalement. Et donc, une TSH qui va être élevée, mais associée à des taux de T3 et de T4 plutôt bas, ça signe souvent une tendance vers l'hypothyroïdie. Par contre, quand on a une TSH qui est basse avec des niveaux de T3 et de T4 élevés, ça indique souvent plutôt une tendance vers l'hyperthyroïdie. Mais bon, comme je vous ai dit juste avant, il y a quand même aussi des limites à cette lecture, notamment en ce qui concerne la conversion de T4 en T3 reverse. Et puis pour le deuxième tableau, alors il nous permet quand même d'avoir une information un petit peu plus complète sur la fonction thyroïdienne. Notamment, on peut évaluer justement la T3 reverse, on peut évaluer la présence d'anticorps au niveau de la thyroïde. Donc, la T3 reverse qui va nous parler de la conversion, et puis la présence d'anticorps qui va nous parler du fonctionnement de l'immunité. Ça peut être une bonne information parce que très souvent, ça va être corrélé justement aux maladies auto-immunes de la thyroïde. Donc, on va pouvoir retrouver par exemple la maladie de Basedow, qui est plutôt l'hyper, ou bien la thyroïdite d'Hashimoto, où on est plutôt en hypo. Comme j'aime bien faire compliqué, ce qui vient complexifier un petit peu les choses, c'est que souvent on se rend compte dans entre guillemets l'expérience terrain, enfin, c'est quelque chose qui est très visible, c'est qu'avant de passer en hypothyroïdie d'Hashimoto, par exemple, on peut avoir aussi des phases d'hyper. Et on peut même avoir des phases hyper, hypo, hyper, hypo, hyper, hypo. Alors ça, c'est vraiment aussi un phénomène qu'on va retrouver dans des dysthyroïdies où la thyroïde essaye de retrouver la vitalité, de refonctionner, et puis pouf, elle s'épuise. Et puis elle réessaye, et puis elle s'épuise. Et donc, on va retrouver comme ça ces cliniques un petit peu en dents de scie. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont été diagnostiquées bipolaires, alors qu'en fait, il s'agit seulement de la thyroïde. Il n'y a pas de bipolarité derrière ça. Et c'est vrai que ça peut tellement avoir un impact au niveau émotionnel, au niveau de l'énergie, que ça peut ressembler à des troubles de bipolarité. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, ça peut être aussi intéressant d'évaluer le statut en micronutriments. Alors, on va en parler aussi un petit peu des micronutriments, mais on peut évaluer le statut en iode, plutôt par iodurie. On peut évaluer le fer, le sélénium, le zinc, etc. On peut voir comment se porte le foie. On peut voir s'il y a des marqueurs inflammatoires, je pense notamment à la CRP ultrasensible. On peut voir s'il y a déjà des petits frémissements au niveau des bilans lipidiques, etc., etc. Et tout ça, ça va aussi dépendre de la clinique de la personne, de son terrain, de sa demande, des informations dont vous avez besoin. Mais on peut faire quelque chose de très, très complet. Ah, voilà, mon petit schéma que j'aime bien. Et c'est tout ça pour vous dire que oui, parfois, le bilan
est bon, il nous revient bon, on se dit, bon, sur le bilan, il n'y a pas de souci, mais bon, on n'accompagne pas des chiffres, donc ça va, on peut quand même toujours accompagner les personnes quand même, parce qu'en fait, la clinique va nous indiquer qu'effectivement, on est sur une dysthyroïdie. Donc, dans ce cas, quand on est sur une dysthyroïdie et que les chiffres reviennent bons, on peut aussi très bien imaginer que la thyroïde fonctionne de manière optimale, que la synthèse est bonne, mais par contre qu'il y a des dérèglements ailleurs. Donc, soit au niveau de la fonctionnalité, c'est-à-dire soit au niveau du transport et de la conversion, soit au niveau de la réception, au niveau des cellules cibles. Ce qui nous amène à notre prochain chapitre, quand la thyroïde dysfonctionne. Alors là, l'idée, ça va être d'explorer un petit peu l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, les thyroïdites auto-immunes, et on va se poser ensuite une question, on va tout remettre en question justement, et si ce n'était pas la thyroïde? Si on venait à réaliser que la source des problématiques ne venait pas justement de la thyroïde. Donc, on va démêler tout ça. Alors, pour rappel, un petit schéma rapide des signes principaux de dysthyroïdie. Alors, pour que vous puissiez mémoriser très facilement, j'ai une super rime pour vous. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Donc, je dis, en cas d'hyper, le métabolisme s'accélère, et en cas d'hypo, il est au dodo. Voilà, comme ça permet toujours de savoir un petit peu où on en est. Et quand on découvre les mystères de la thyroïde, des fois, on se mélange un petit peu les pinceaux. Alors, comme ça, avec ça, normalement, vous ne pouvez plus vous tromper. Il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur des problèmes liés à l'hypothyroïdie. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les hyperthyroïdies, très souvent, elles sont associées à des conditions d'auto-immunité ou bien à un stress important. Et du coup, où on va être toujours en état d'alerte, et donc ça va surstimuler le métabolisme. Ça n'empêche pas que ça peut se manifester par une hypothyroïdie ensuite, une fois qu'on a épuisé les ressources de la glande. Mais en tout cas, l'hyperthyroïdie, on l'accompagne plutôt, on va voir plutôt du côté du stress et ou de l'auto-immunité. Et cette auto-immunité qui peut être liée très souvent aussi à la qualité de la barrière intestinale, pas que, mais ça peut. Je vais vous donner 2-3 petits tips pour l'hyperthyroïdie, mais vraiment, là, on s'occupe plus du système du stress et du système immunitaire. C'est pour ça que je n'ai pas choisi de développer complètement l'hyperthyroïdie. Dans ces cas-là, on va penser à certaines plantes dont on parlera tout à l'heure. On pensera aussi à blinder en antioxydants pour moduler l'immunité, pour protéger la glande thyroïde. Et puis voilà, on va accompagner aussi en termes de protection et de modulation plutôt, que ce soit au niveau du système nerveux ou au niveau du stress. Alors, dans nos cliniques... Ah voilà, ça y est. Ah non, ça y est pas. Alors, pour accompagner notre thyroïde. Alors, en naturo, évidemment, nous sommes soumis à une loi fondamentale qui est la loi du causalisme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est la recherche de la cause, de la cause, de la cause. Donc, ce qu'on va faire, on va pouvoir reprendre nos étapes du système thyroïdien pour expliquer justement les hypothyroïdies et pour trouver des solutions ensemble. Donc, pour ça, on va regarder 3 étapes principales. On va voir la synthèse des hormones thyroïdiennes. Mais une fois que la synthèse est faite, il va falloir qu'on s'occupe de la conversion des hormones thyroïdiennes. Et une fois que la conversion est faite, il va falloir qu'on s'occupe de la réception des hormones thyroïdiennes. Donc la production, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de la glande elle-même. Donc le facteur limitant, à ce moment-là, la condition sine qua non, c'est d'avoir une glande, évidemment. C'est-à-dire que quand on n'a plus de thyroïde, on va tout de suite voir du côté de la fonctionnalité. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller voir au niveau de la synthèse, puisque la glande n'est plus là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'on va reporter à l'étape suivante. Et puis, la fonctionnalité, donc ça va être le transport, la conversion, et on va voir aussi la réception. Alors, il y a des choses aussi qui se passent, on a vu tout à l'heure, au niveau de l'hypothalamus, au niveau de l'hypophyse, au niveau du recyclage des hormones thyroïdiennes par le foie, etc. Mais en dehors du recyclage des hormones thyroïdiennes, ce sont des étapes sur lesquelles on a peut-être moins d'actions possibles. Et déjà, en fait, avec ces 3-là, on a des réponses qui sont extraordinaires. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi se priver? Et donc, on va laisser ce qui se passe au niveau hypothalamus, hypophyse, un petit peu de côté. Et vous allez voir que les plantes qu'on va proposer pour la thyroïde peuvent aussi agir au niveau hypothalamo-hypophysaire, et que les plantes qu'on va proposer pour le foie vont agir aussi pour favoriser le recyclage des hormones thyroïdiennes. Donc, ce n'est pas totalement laissé de côté non plus.
Donc, quand on examine la production d'hormones thyroïdiennes, là, je vais vous faire toute votre anamnèse, tous vos questionnaires. On va apporter une attention particulière à 3 aspects clés. On va avoir besoin d'iode, évidemment. Alors, il y a une petite slide aussi sur, enfin, je vais jongler entre les deux. On va avoir besoin d'iode. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'iode disponible? Est-ce qu'il y en a suffisamment dans l'alimentation? Mais surtout, est-ce que la thyroïde est capable de la capter correctement? On peut aussi aller voir comment vont les mitochondries, etc. Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui vont entraver la métabolisation de l'iode? Alors, on peut penser aux perturbateurs dont j'ai parlé un petit peu plus haut, là, très rapidement, mais on va aussi penser à tous les halogènes. L'iode, c'est un halogène, le chlore, c'est un halogène, le brome aussi, le fluor aussi. Et en fait, ce sont des substances qui sont extrêmement volatiles. C'est-à-dire qu'elles ne restent pas fixées. Donc, si vous avez une salière ouverte, l'iode s'enfuit. Mais c'est aussi valable, par exemple, avec le chlore dans les piscines. Et le chlore va venir prendre la place de l'iode dans le corps et donc agir en tant que perturbateur endocrinien. Il va empêcher la fixation de l'iode. Si on boit de l'eau du robinet, surtout si on l'a tirée tout de suite, si on la boit tout de suite après l'avoir tirée, le chlore n'a pas le temps de s'évaporer, n'a pas le temps de s'envoler. Donc là, on apporte du chlore au corps. C'est pas terrible. Le bromure, alors ce sont des substances, ce sont des retardateurs de flamme qu'on va retrouver dans tous les meubles neufs. Alors je dis neuf parce que moins ils sont neufs, plus ça s'est évaporé justement, même s'il en reste toujours un petit peu. Ça va être les canapés, les plaids, les rideaux, les matelas, etc. C'est pour ça que je dis on dort jamais aussi bien sur un matelas neuf qu'ailleurs, parce qu'en fait, ça nous assomme, ça nous met en hypothyroïdie, alors forcément on s'écroule. Mais voilà, c'est une image, mais c'est pour garder un petit peu cette idée-là. Et puis le fluor, alors on pourra penser au dentifrice, etc. Mais là c'est vraiment quand on fait une recherche aussi par rapport à ça. On va aussi faire attention aux aliments qui peuvent empêcher la fixation d'iode. Je pense notamment aux aliments goitrigènes qu'on peut retrouver dans notamment les choux, les patates douces, le manioc, l'igname, les radis, navets, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en manger du tout, absolument pas, parce qu'on peut créer des carences et c'est dommage aussi de se priver de ce genre d'aliments. On évite d'en manger plus de 3-4 fois par semaine. Mais bon, alors, généralement, on ne mange pas du chou matin, midi et soir, mais voilà, c'est pour éviter vraiment la répétition. On ne va pas conseiller une monodiète de chou ou de patates douces à quelqu'un qui est en hypothyroïdie, par exemple. C'est rare, hein, les monodiètes de chou. Et puis, on va pouvoir aussi regarder pour l'iode au niveau de l'estomac. Parce que quand l'estomac est ralenti, qu'il ne synthétise plus assez d'acide chlorhydrique, ou bien qu'on est sous IPP, on peut avoir du mal à bien capter l'iode, à bien digérer l'iode. Et puis, du coup, on va se retrouver avec un déficit aussi à ce niveau-là. Voilà pour l'iode, je vous ai déjà dit pas mal de choses. La tyrosine aussi. Alors, la tyrosine, qui est un acide aminé qui est présent dans l'alimentation. Le précurseur de la tyrosine, c'est la phénylalanine. Donc là, on va regarder s'il y a suffisamment de protéines. Est-ce qu'on les digère bien aussi au niveau de l'estomac? Est-ce qu'on a une hypochlorhydrie qui peut être aussi en plus en lien avec l'hypothyroïdie? Alors bon, les deux vont se nourrir l'une l'autre, hein. C'est-à-dire que moins l'estomac fonctionne, moins la thyroïde fonctionne, et moins la thyroïde fonctionne, moins l'estomac fonctionne. Donc, il faut briser ce cercle vicieux. On va aussi s'intéresser à l'intégrité des enzymes, forcément, la thyroglobuline et puis la thyroperoxydase. Alors, est-ce qu'elles disposent des cofacteurs nécessaires à leur activité? Donc, je vous ai tout mis ici. Est-ce qu'il y a des anticorps? Et puis, bien, pour que ces enzymes fonctionnent correctement, on va avoir besoin notamment de sélénium, on va avoir besoin de fer aussi pour les enzymes héminiques, on va avoir besoin de zinc, on va avoir besoin de manganèse et de molybdène. Alors ça, on ne le voit pas souvent, mais et on le retrouve d'ailleurs peu dans les compléments alimentaires, ce qui est dommage. Je vais vous parler du complément qui est en faveur de la thyroïde, la Chellorica, qui est extraordinaire et qui contient aussi du manganèse et du molybdène. On va en parler tous les deux, mais ils sont essentiels pour la fonction thyroïdienne. On va en parler tous les deux, n'importe quoi, on va en parler tout à l'heure. Et puis, donc, on va avoir besoin aussi de vitamine A, de vitamine E, etc. Alors, en ce qui concerne le transport des hormones thyroïdiennes, donc comme je vous l'ai dit, hein, les hormones thyroïdiennes vont être transportées donc par des protéines qui sont synthétisées par le foie. C'est ce qui va permettre de maintenir un taux constant d'hormones
libre, c'est ce qui va protéger le corps contre les variations brutales. Et parmi elles, la protéine principale, ça va être la TGB, dont on a parlé tout à l'heure. J'hésite à rentrer dans les détails quand je vois l'heure. Je pense qu'on ne va pas forcément trop rentrer dans les détails, quoique il y a quand même quelque chose qui va être important. Puisque à ce niveau, on va pouvoir regarder ce qui peut augmenter ou diminuer le taux de TGB. Par exemple, quand on a un excès d'oestrogène, que ce soit lié à la prise de contraceptifs, que ce soit lié à un traitement hormonal de substitution, que ce soit lié à l'obésité. Parce que vous savez que quand on a des tissus gras, on a une enzyme dans ces tissus gras qui s'appelle l'aromatase et qui vient recycler, qui vient générer des oestrogènes. Et donc, ça va pouvoir entraîner une augmentation des protéines de transport TGB. Du coup, la T3 n'est plus libre, elle n'est plus active, ce qui va pouvoir entraîner des problèmes au niveau thyroïdien et en plus, en réponse, des problèmes de surpoids et on renourrit l'aromatase, etc. Bref, il y a plein de cercles vicieux dans la thyroïde. Donc, à chaque fois qu'on a une hyperostrogénie relative, qu'on a une chute de progestérone, comme à la ménopause, par exemple, eh bien, très souvent, on va avoir une clinique d'hypothyroïdie associée. Et à tel point que beaucoup de femmes confondent les symptômes de la ménopause avec ce qui est induit par un fonctionnement thyroïdien. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que quand le taux de TGB est trop faible, les hormones thyroïdiennes, elles vont être éliminées beaucoup plus rapidement. Alors ça peut être lié notamment à une résistance à l'insuline ou bien à un excès de testostérone dans le sang. Et je ne sais pas si vous arrivez à faire le lien entre ces deux facteurs, mais très souvent, ce sont des choses qu'on retrouve dans les problématiques de SOPK, qui va combiner justement la résistance à l'insuline et l'excès de testostérone. C'est-à-dire qu'en prenant soin de la thyroïde et en apportant les conseils d'hygiène de vie en termes de régulation de la glycémie, etc., on va soulager énormément les femmes qui sont atteintes de SOPK. Donc voilà, c'était quand même important qu'on parle de cette protéine. Et puis, alors, au niveau de la conversion des hormones T4 en T3, bon, ça, c'est un processus qui est absolument crucial, qui va dépendre de la fonction hépatique, qui va dépendre de la fonction intestinale, de la fonction rénale, mais surtout hépatique. En plus, on peut faire beaucoup de choses pour aider le foie. Et puis, c'est aussi un processus qui va dépendre de plusieurs éléments, notamment du sélénium, on en a déjà parlé, mais aussi du magnésium. Or, presque tous les pays européens sont concernés par une carence en magnésium dans leurs terres, donc dans leurs aliments. Et puis, il y a aussi le choix des aliments, parce que souvent, les aliments riches en magnésium, pas que, mais souvent, ce sont des légumes verts. Donc, ce sont les légumes qui sont souvent le plus boudés, voilà, on pourrait dire, entre guillemets, dans la population générale. Et puis, on va en plus observer une fuite de magnésium liée à un stress chronique, en lien avec notre mode de vie absolument trépidant. Donc, on a tous les facteurs pour manquer de magnésium, pour moins bien convertir la T4 en T3. C'est catastrophique. Donc, je vous présente quelque chose d'alarmiste, mais la bonne nouvelle, c'est que justement, on peut agir là-dessus. Et puis, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent venir freiner cette conversion, notamment le tabac, par exemple, ou bien certains médicaments. Alors, ça peut être des produits anesthésiants, ça peut être des corticoïdes, l'amiodarone, etc. Enfin, il y a pas mal de molécules comme ça qui peuvent un petit peu intervertir la conversion. On va retrouver certaines maladies chroniques, alors très souvent qui vont s'installer sur des terrains inflammatoires et ou oxydés. Très souvent, c'est lié, parce que justement, ça va venir perturber aussi la conversion des hormones thyroïdiennes quand il y a des perturbateurs endocriniens. Et puis, on l'a vu aussi, le stress. Et c'est important de prendre cette conversion en compte parce que c'est ce qui explique qu'on a des personnes qui sont sous lévothyrox, par exemple, qui est donc un apport d'hormones T4 et qui ont une clinique d'hypothyroïdie, qui ne sont pas améliorées. Et alors, on est obligé de monter les dosages et au final, ça a moins de sens que de s'occuper justement des facteurs limitants. Bon, après, il y a des polymorphismes génétiques aussi qui vont empêcher la conversion. Enfin bref, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut peut-être moins agir. Ça peut être intéressant vraiment d'aller chercher, d'aller creuser quand on se retrouve limité. Il y a tellement de choses à faire avant que j'ai même pas envie de vous embêter avec ça parce que déjà avec toutes les clés là, que vous pourrez trouver aujourd'hui, vous pouvez vraiment améliorer la qualité de vie des personnes qui viennent vous voir. Et puis, on va avoir effectivement donc, la réception des hormones thyroïdiennes. Alors, les hormones thyroïdiennes ont des récepteurs membranaires, des récepteurs mitochondriaux aussi, et des récepteurs nucléaires. Donc, pour qu'elles soient actives,
eh bien, on va avoir besoin de mitochondries en bonne santé. On va avoir besoin d'oméga 3 pour une bonne fluidité membranaire. Et comme ce sont des hormones lipophiles, elles vont même pouvoir agir au niveau du noyau. Mais pour ça, on va quand même devoir les aider pour activer les récepteurs des hormones en apportant un taux suffisant de vitamine D et de vitamine A sous sa forme active. Et je dis bien active parce que quand on apporte du bêta-carotène à quelqu'un qui a une hypothyroïdie, il ne peut pas le métaboliser de manière optimale en vitamine A. Et donc, on peut apporter du bêta-carotène et au final, on n'a pas de vitamine A ensuite, donc on ne peut pas s'en servir. C'est ce qui explique la coloration, parfois, qu'on peut retrouver au niveau de la paume des mains et la plante des pieds. Voilà. Ouais, je ne m'arrête pas pour l'instant. Alors, ça, c'est une synthèse, ok? Diapo de synthèse que vous pouvez garder précieusement. J'ai essayé de vous mâcher le travail au maximum parce que je sais que je vous apporte beaucoup d'infos, que je parle très vite, parce que je sais que vous avez un replay, que vous avez la diapo, etc. Et que j'ai envie de vous donner vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Mais ici, vous avez un super résumé. Qu'est-ce qu'on fait en fonction des étapes auxquelles on est confronté? Et donc, je vous ai mis par exemple, pour les manques de synthèse, vous avez les causes, soit par manque d'apport, soit par mauvaise assimilation, soit par les perturbateurs endocriniens, etc. Et qu'est-ce qu'on va proposer en face? Je vous laisserai découvrir ça, mais ça reprend ce qu'on a vu à l'oral ensemble. Pour l'hyperthyroïdie, alors c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va plutôt agir sur le stress et ou sur l'auto-immunité. On va voir s'il y a une hyperperméabilité intestinale associée. Et puis à ce moment-là, on va donner les conseils en plus. Je ne l'ai pas mis. C'est dommage, j'aurais dû apporter des antioxydants plus. Donc, il y a un produit aussi qui existe chez Lorica qui s'appelle Protectum Plus, qui est extraordinaire parce que vous avez tous les antioxydants nécessaires. Il y a même de l'acide alpha-lipoïque qui est l'antioxydant universel. On a du resveratrol sous sa forme trans, on a du romarin et on sait que c'est un super antioxydant, un adaptogène qui agit aussi au niveau de la conversion des hormones thyroïdiennes pour les réguler. Et ça va permettre justement de réguler le métabolisme thyroïdien en agissant en tant qu'antioxydant, en venant remettre de l'ordre dans tout ça et surtout en modulant l'immunité, en soutenant le foie, enfin bref. Donc ça, c'est quelque chose aussi auquel on peut penser, en plus de nos conseils d'hygiène de vie, mais d'apporter des antioxydants pour moduler l'immunité, c'est une bonne idée. Donc les étapes. Voici les étapes. Alors, je ne vois pas ma slide. Ah si, ça y est. Les étapes pour accompagner naturellement, on va protéger. Alors, ça peut être justement par des antioxydants, pourquoi pas, mais surtout, ça va être déjà arrêter d'agresser. Donc, avec toutes nos réformes, entre guillemets réformes, c'est un peu violent ce mot, un peu brut, tous nos conseils d'hygiène de vie. Voilà. Donc, en termes de préparation du terrain, etc. Après, on va aller voir au niveau de la synthèse, au niveau de la conversion et au niveau de la réception. Ça reprend les étapes dont je vous ai parlé. Donc, au niveau de l'hygiène de vie, évidemment, j'y reviens pas, les perturbateurs endocriniens, les aliments goitrigènes, donc les perturbateurs endocriniens à supprimer, les aliments goitrigènes à diminuer si besoin. Surtout en cas de maladie d'Hashimoto, on supprime le gluten de blé. Alors, il y a des études qui sont édifiantes par rapport à ça. Il y a vraiment un lien très important entre la consommation de gluten, notamment du blé moderne, et Hashimoto. Donc, on n'est pas des ayatollahs non plus, hein, évidemment, on accompagne, mais en tout cas, c'est une piste qui est très sérieuse et qui permet aussi de moins affoler l'immunité, de commencer à moduler déjà en arrêtant d'agresser, en arrêtant d'inflammer. Et puis, alors, les régimes amincissants et les jeunes malmenés, on en a parlé également, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vous partage un extrait, une illustration qui fait partie de ma petite fiche pour les perturbateurs endocriniens que je peux envoyer aussi à mes consultants. Donc, ça permet aussi d'avoir un petit récap. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais au moins, vous l'avez. Au niveau de l'hygiène de vie, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Bon, évidemment, il va y avoir la gestion du stress. Je vois les huîtres là. Je me dis, les huîtres, c'est le super aliment de la thyroïde. Vous pouvez aussi conseiller au niveau de l'alimentation un petit déjeuner gras et protéiné. Ça va être le meilleur pour la thyroïde. Les petits déjeuners sucrés, de toute façon, sont une hérésie. Mais bref, en tout cas, quand il y a des problématiques au niveau de la thyroïde, c'est important d'apporter un petit déjeuner plutôt protéiné. L'idéal, 1 ou 2 œufs
coque avec, alors on peut se permettre par exemple des mouillettes d'un bon pain au levain ou un pain avec d'autres farines ou bref, avec du tartare d'algues. Alors là, vous avez tout ce qu'il faut en termes de graisse, en termes d'iode, en termes de tyrosine pour faire vos belles hormones thyroïdiennes avec une petite poignée de noix du Brésil à côté pour le sélénium et c'est parfait. Les huîtres aussi, alors c'est peut-être plus difficile à proposer le matin, quoique, mais c'est un super aliment pour la thyroïde puisqu'on va retrouver le zinc, la tyrosine, le sélénium, l'iode également évidemment. Et puis, au niveau de l'activité physique idéale pour un hypothyroïdien, c'est le longe-côte. Alors, c'est facile pour moi parce que je vis en Bretagne et que l'eau est très vivifiante. Alors, ça permet d'avoir des avantages sur pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que le longe-côte, c'est aussi un bon conseil. Mais il y a d'autres choses. C'est vrai que ça va être plus intéressant d'aller au bord de mer qu'aller en piscine, puisqu'en piscine, c'est le chlore et en bord de mer, c'est l'iode. Et puis, on va pouvoir s'aider de micronutriments et de phytothérapie. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce super complément qui est proposé par l'Orica, le Laurithyrol. En fait, je le trouve super parce qu'il agit à toutes les étapes. Toutes les étapes qu'on a décrites, au final, il répond à toutes les problématiques de ces étapes-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une action au niveau de la synthèse, puisqu'on va avoir la tyrosine, on va avoir des plantes aussi qui vont agir au niveau du système hypothalamo-hypophysaire et au niveau de la thyroïde. Je ne pense pas pouvoir rentrer dans le détail maintenant, mais ce sont des plantes qui vont vraiment agir en synergie, en intelligence, pour la synthèse, pour la conversion des hormones thyroïdiennes. Vous remarquerez par exemple qu'il y a des plantes adaptogènes, et notamment le schizandra, qui va faire baisser le taux de cortisol, qui va favoriser la conversion des hormones thyroïdiennes, qui agit aussi au niveau du foie, qui est une plante antioxydante extraordinaire. Et vous avez tout ce qu'il faut également justement pour que la conversion se passe bien au niveau hépatique, avec notamment le gugule, qui va améliorer la conversion des hormones thyroïdiennes, mais qui est de toute façon la plante de la thyroïde. Il y a tous les cofacteurs nécessaires. Alors tous, sauf deux, c'est fait exprès, c'est volontaire. Il n'y a pas ni fer ni iode parce qu'on ne peut pas décemment supplémenter à l'aveugle en iode ou en fer. Alors déjà pour l'iode, il y a beaucoup de choses à faire dans l'alimentation. Si jamais il y a besoin d'un apport en iode. Si besoin, on peut penser au lauriode, effectivement, où on a un extrait de laminaire avec une iode qui est comment dire, avec une dose qui correspond à la dose journalière. Et la laminaire est très intéressante puisqu'elle va aussi permettre la détoxification des métaux lourds. Donc, ça nous permet aussi de gagner des points par rapport à notre thyroïde. Et le fer à lime, qui est aussi un des compléments qui fait partie de ma boîte à outils, qui me semble incontournable dès qu'on veut remonter un taux de fer quand on a une anémie ferriprive. J'insiste bien sur le terme ferriprive. Donc, tout ça, il faudra aller voir après du côté du métabolisme du fer, quand il est nécessaire de supplémenter ou quand non. Mais le fer à lime, on est sur une forme de fer bisglycinate. Et donc, quand on a besoin de ce fer-là, on peut l'apporter par ce complément qui contient tous les cofacteurs. Il y a même de la lactoferrine, il y a même du molybdène qui va être indispensable pour le métabolisme du fer, pour la thyroïde aussi. Enfin bref, c'est très complet. Si on veut agir sur le stress, alors évidemment, on va pouvoir penser à la rhodiole. Et chez l'Orica, il y a une rhodiole qui est, bon, vous allez dire vrai, mais bon, qui est super aussi, puisqu'elle est associée en plus à de nombreux cofacteurs, à d'autres éléments qui auront une visée anxiolytique. On retrouve même du magnésium déjà incorporé dedans. On va avoir aussi du magnésium qui s'appelle le Germag, sous forme de citrate, de bisglycinate, avec tous les cofacteurs. Et dans l'un et l'autre, vous avez également des acides aminés, précurseurs, des neurotransmetteurs, du bien-être, de la vitalité, avec de la tyrosine aussi notamment, qui vient agir en tant que précurseur des hormones thyroïdiennes, et des catécholamines, donc pour retrouver l'énergie, etc. Alors, un petit mot aussi sur le laurithyrol quand même, un petit retour d'expérience. C'est vrai que quand j'accompagne pour des problématiques hormonales, je préviens toujours en disant ça va prendre du temps parce que le système hormonal, c'est un système qui est lent, on a besoin de temps, etc. Et le laurithyrol m'a fait mentir parce qu'en fait, il y a une action très rapide. C'est-à-dire déjà au bout de 7 à 10 jours, pour l'instant, c'est unanime. Tous les retours que j'ai eus ont été unanimes par rapport à ça, sur le fait que ce sont des personnes qui retrouvent de l'énergie, qui retrouvent du dynamisme, qui arrivent à se lever le matin, à réentreprendre des choses. Donc, il y a déjà un confort de vie qui s'installe dès les premiers jours. Donc, forcément, c'est très, très encourageant après pour suivre le reste des conseils et puis pour mettre en place plusieurs choses. Et puis, un petit dernier,
Un petit dernier mot sur l'Active Hepato, qui est un complément qui vient soutenir le foie et qui est aussi extrêmement bien pensé parce qu'on va retrouver des plantes protectrices du foie, des plantes qui vont permettre la conversion des hormones thyroïdiennes, la détox du foie évidemment, et aussi on va retrouver nos adaptogènes. Donc on va vraiment pouvoir agir sur cette problématique de conversion. S'il y a une problématique hormonale associée, type hyperostrogénie, etc., c'est pareil, c'est excellent aussi dans ce cas-là. Donc c'est quelque chose auquel on peut penser. Et puis en cas d'auto-immunité, quand il y a une hyperperméabilité intestinale associée, on peut penser au Myriaflore, qui est un symbiotique qui va venir apporter des probiotiques, des prébiotiques et des éléments qui vont venir reconstituer, soutenir la barrière intestinale, ce qui va permettre vraiment d'agir justement à ce niveau-là. On peut l'associer avec de la vitamine D si besoin, c'est quand même souvent assez important dans l'auto-immunité. Alors il y en a, il y a aussi du collagène, enfin bref, je vous encourage vraiment à regarder la composition des compléments parce que vous verrez, c'est très riche, les doses sont physiologiques, on a peu de chances de se tromper et justement avec la présence des cofacteurs, ça les rend quand même très efficaces. Et puis bon, on peut aussi associer des antioxydants pour protéger la glande. Et je crois que j'ai tout dit. Ça, juste un petit mot là-dessus, ce sont des slides que vous avez à votre disposition pour voir l'intérêt des micronutriments dans le métabolisme thyroïdien. Donc, on en a parlé tout au long de la conférence. Je le laisse vers vous, comme ça permet aussi de voir justement, d'avoir une information complémentaire et puis pour que vous puissiez aller plus loin dans votre démarche de formation. Voilà, pour conclure. Hop. Je pense que c'est bon, on peut s'arrêter parce que sinon, je vais vous retenir en otage très longtemps. Merci beaucoup Maëva pour cette présentation et la bonne humeur aussi également, ça fait toujours plaisir. Présentation très complète, donc il y a eu beaucoup de questions concernant le replay et les slides de la présentation. Donc pas de crainte, tout ça, ça sera bien disponible. Donc je l'ai posté plusieurs fois, je vous le remets ici. Donc pour rappel, hein, le webinaire était proposé par la plateforme SimplyCure en association avec donc l'Orica. Et donc sur la plateforme SimplyCure, vous allez trouver un lien vers l'académie où vous pouvez retrouver tous les replays des différents webinaires ainsi que les slides. Donc voilà. Voilà pour ça. Maëva, je te laisse regarder rapidement les questions pendant que je présente du coup en 2 mots la plateforme pour ceux qui éventuellement du coup ne connaissent pas encore la plateforme SimplyCure. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire bien sûr des recommandations de compléments alimentaires de différents laboratoires. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier pour vous le fait de faire des recommandations parce que vous centralisez différents laboratoires. Il y en a une quarantaine aujourd'hui. Et bien sûr, pour vos patients, vos clients, à la clé, c'est plus simple, c'est une seule commande, une seule fois les frais de livraison. Mais pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vous montre très rapidement, en partage d'écran, comment faire une recommandation via SimplyCure. Par exemple, une recommandation avec des produits L'Orica. Du coup, ici, on arrive sur l'interface SimplyCure. J'ai vu pas mal de questions aussi concernant la validation des comptes. Donc, SimplyCure, c'est une plateforme qui est vraiment réservée aux professionnels de la santé. C'est donc pour ça que dans un premier temps, on fait un petit entretien avec vous, juste pour s'assurer qu'on travaille bien avec des thérapeutes. Et après, dès que c'est validé, vous aurez accès à l'académie et à toutes ses fonctionnalités. Pour créer une recommandation, il vous suffit de cliquer sur « Créer une recommandation » et la première étape, c'est tout simplement de sélectionner votre patient ou votre client ou de le créer si ce n'était pas fait en amont. De toute façon, c'est assez rapide. Il nous suffit d'un email, un prénom, un nom et un numéro de téléphone. Si vous l'aviez déjà enregistré, il vous suffit de sélectionner la personne ici et après, vous allez pouvoir commencer à ajouter des produits à la recommandation. Vous avez différents filtres pour naviguer sur le catalogue qui est quand même assez large. On a plus de 750 références aujourd'hui. Donc, par exemple, si on veut retrouver que les compléments de chez L'Orica, vous pouvez cliquer sur marque, sélectionner le laboratoire L'Orica et de cette manière retrouver les compléments dont on a discuté aujourd'hui. Typiquement, on pourrait retrouver le Loritriol, donc qui doit être par ici. Hop. Vous avez toujours une fiche produit qui est bien complète avec bien sûr un descriptif, la formulation qui vous est toujours donnée pour une gélule. Après, vous pouvez très bien augmenter, les tableaux sont toujours dynamiques. Et bien sûr, tout ce qui va être conseils d'utilisation et contre-indication. Donc, si le produit vous plaît, vous cliquez simplement sur « Ajouter ». Vous allez voir qu'il vient se mettre à gauche dans la recommandation qui va commencer à se créer pour votre client. Si par exemple, on veut ajouter le fer à lime aussi, dont on a discuté tout à l'heure, vous pouvez tout à fait l'ajouter.
si je le retrouve ici, hop, et par exemple le GABA aussi. Donc de cette manière, vous ajoutez les différents produits, ça peut venir de différents laboratoires, du coup tout est centralisé. Et après, vous pouvez changer tout ce qui est instructions de prise avant d'envoyer à votre client. Les instructions qui sont indiquées ici sont celles qui sont transmises par les laboratoires. Donc en soi, pas de crainte, il n'y a pas d'erreur, mais vous pouvez très bien les modifier. Et une fois que vous avez vérifié tout ça et que ça vous convient, vous cliquez simplement sur envoyer en bas à droite. Et en fait, dans la foulée, votre patient va recevoir donc une recommandation digitale. Je vous montre un petit peu. Donc, ils reçoivent par mail la recommandation, se présente comme ceci. Il voit les différents produits que vous avez recommandés. Et ensuite, lui, il a simplement à procéder au paiement et il reçoit tout ça chez lui directement. Donc, même si ça vient de différents laboratoires, ça arrivera chez lui entre 1 à 3 jours. Donc, c'est rapide au niveau de la livraison également. Donc, voilà pour la présentation rapide de Simplicure. Et je fais un rappel très rapide sur les petits points qu'on a abordés. Donc, en 3 points à retenir, c'est un large choix de compléments alimentaires, une quarantaine de laboratoires, recommandations qui sont tout à fait personnalisées pour les besoins de vos patients, de vos clients. Et ensuite, vous avez un bon suivi et donc une meilleure adhésion au niveau de vos recommandations chez le patient. Donc, c'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Donc, je vous remets le lien ici si jamais ça peut vous intéresser. N'hésitez vraiment pas à nous contacter s'il y a des questions en plus. Et également, comme aujourd'hui, on propose un certain nombre de formations, donc des webinars. En général, on en propose quand même au moins un par semaine. Ce jeudi, on vous invite à un webinaire avec Nutri&Co. On parlera des besoins nutritionnels spécifiques du sportif. Et ensuite, la semaine prochaine, on parlera un petit peu des troubles hormonaux, de l'hyperestrogénie au microbiome vaginal. Et ça sera avec le laboratoire Nutrifit. N'hésitez pas à vous inscrire à tous ces événements aussi. Et on va pouvoir passer aux questions. Pour rappel aussi, toutes les références scientifiques sont postées à la fin des slides qui seront disponibles tout prochainement. Du coup, comme je le disais, on va commencer par les questions où il y a eu le plus de votes. Tu es prête? Attention, ouais. Alors, comment faire pour avoir des mitochondries qui marchent bien? Alors, très simple. On va penser aussi aux antioxydants, notamment. Voilà. Parce que c'est ce qui va sans doute être le plus efficace et sans avoir à rentrer dans trop de détails, on peut penser aux antioxydants et au Protectum Plus qui va pouvoir relancer l'énergie de la mitochondrie aussi. Parfait. Que pensez-vous des plantes adaptogènes en cas de maladie auto-immune de la thyroïde, l'eutérocoque, ashwagandha, rhodiola, etc. Alors, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. J'ai envie de dire ça dépend, comme d'habitude. Surtout si l'auto-immunité est liée au stress. Alors, on a souvent dit les plantes adaptogènes, on va éviter en cas de maladie auto-immune parce que ça vient surstimuler le système immunitaire, etc. Pas forcément. En fait, on se rend compte dans la pratique que très souvent ça module et qu'au final, notamment la rhodiole, même pour les troubles immunitaires, peut être appropriée, surtout quand il y a une association à un stress derrière. Ok, très bien. Est-ce qu'un excès d'œstrogène dans le cadre d'une endométriose est aussi problématique pour la thyroïde? Oui, puisque de toute façon, alors que ce soit dans le cadre d'une endométriose ou non, on est toujours avec une hyperostrogénie, qu'elle soit relative ou pas. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un impact, il y a des répercussions au niveau de la thyroïde. Ok. Pourquoi des nodules apparaissent-ils? Est-il possible de les faire disparaître? Alors, très souvent, il y a plusieurs raisons pour l'apparition de nodules. Très souvent, ça va être lié à une surstimulation de la thyroïde justement par la TSH. Quand la thyroïde n'arrive plus à fournir, eh bien, elle va augmenter sa physionomie pour pouvoir essayer d'augmenter sa physiologie. Tant qu'on n'est pas dans le lésionnel, il y a toujours une chance de réversibilité. Après, on peut réussir à rétablir le fonctionnement de la thyroïde, ou en tout cas à soutenir le fonctionnement de la thyroïde sans forcément que les nodules disparaissent. Et ça dépend toujours, de toute façon, comme on dit, des capacités d'auto-guérison aussi de la personne. Et on ne peut pas dire qu'on va enlever les nodules ou qu'on va les supprimer. Mais en tout cas, il y a des choses à faire pour améliorer. Voilà. Toujours. Hein. On peut toujours améliorer les choses. Ne partez jamais vaincu. Pourriez-vous réexpliquer le lien avec l'insuline, insulinorésistance en TBG? Alors, est-ce que j'ai plus la main sur le... Si, normalement, tu peux bouger. Non? Si, normalement, les flèches fonctionnent. Ah mince, mais moi, je ne les vois plus. Alors, attends. Parce que j'aurais bien remis le petit schéma.
C'était à quel niveau sinon moi je peux le retrouver. C'était au niveau... Est-ce que ça va vraiment me servir aussi c'était au niveau transport et conversion. Conversion. Là, c'est trop au départ. Parce qu'en fait, en gros, au niveau de cette protéine-là et de ce qui va se passer de toute façon pour le fonctionnement du corps, c'est qu'effectivement, ça va créer un déséquilibre au niveau du foie et que ça va créer un déséquilibre au niveau de l'inflammation. Et du coup, bon, voilà, pour rester dans les grandes lignes. Et donc, on va avoir une problématique au niveau des protéines de transport, quoi. Ok. Pour tout ce qui est études, je pense que les références, de toute façon, on les retrouvera à la fin, comme je le disais, sur les slides. Qu'en est-il du jeûne intermittent pour l'hypothyroïdie, conseillé ou déconseillé? Donc, tu vas parler un peu des régimes déjà, mais revenir là-dessus. Alors, le régime intermittent, en ce qui concerne l'hypothyroïdie, je déconseille de sauter le repas du matin, le petit déjeuner. Pardon, après toute cette avalanche de paroles, je bug un peu. Le jeûne intermittent, ça peut être intéressant, mais à ce moment-là, on va plutôt respecter quand même les rythmes de la chrononutrition, c'est-à-dire avec un petit déjeuner qui va apporter tout ce dont la thyroïde a besoin, en termes de protéines, en termes d'iode, si possible. Manger des sardines au petit-déj, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais voilà, en essayant d'apporter quand même les briques de construction nécessaires à la thyroïde, en sachant qu'en apportant la tyrosine aussi le matin, on va agir sur le circuit des catécholamines, c'est-à-dire dopamine, etc., qui a besoin aussi d'être optimal le matin. Et on va plutôt conseiller d'enlever à ce moment-là le repas du soir ou au moins d'avoir un repas léger. Et c'est aussi ce qui va permettre de favoriser la détox pendant la nuit et de rééquilibrer l'organisme pour qu'il puisse se décharger, entre guillemets, et qu'il puisse rééquilibrer de lui-même l'homéostasie de son métabolisme, quoi. Ok. Donc, il y a souvent des questions concernant les contre-indications avec potentiellement du lévothyrox. Est-ce que l'erythritol peut être associé au lévothyrox? Alors, l'avantage, c'est que justement, il n'y a pas d'iode qui va empêcher la prise de certains médicaments thyroïdiens. Il y a de la tyrosine, donc on fait attention. Moi, à chaque fois que j'ai conseillé le lauritirol avec prise de lévothyrox concomitante, à chaque fois, c'était avec un suivi, avec des bilans réguliers pour voir l'évolution et pour pouvoir aussi, pour que le médecin puisse adapter après la prise de la molécule, quoi. Okay. Ne pas le faire à l'aveugle quand même, c'est dommage. Non. Le rétrocontrôle se fait davantage par la T4 ou la T3? Alors, par les deux, ça va être davantage par la T3. Ok. Où est-ce qu'on pourrait trouver davantage d'informations de sources sur le fait que les émotions passent par la thyroïde avant de monter au cerveau? C'est dans les références? Alors, ouais, alors plus ou moins. Là, c'était dans les diapos. Au départ, du coup. C'était au début, en parlant des émotions, il y avait un livre là. Voilà, ça y est, je l'ai vu. La thyroïde et les mystères des émotions. C'est un livre qui est très intéressant et justement, il présente ce lien entre thyroïde et émotion. Et il me semble bien que les sources figurent dans ce livre-là par rapport justement au lien entre la thyroïde, la cognition, etc. Et c'est assez fascinant, ouais. Ok. Alors, comment aider une glande thyroïdienne atrophiée en cas d'hypothyroïdie? Avec tout ce qu'on a vu à la fin de la présentation plutôt. L'orythirol peut-il être proposé en cas de nodule, justement, thyroïdien? À mon sens, alors, j'aime pas dire oui ou non systématiquement. J'ai toujours envie de dire ça dépend. Ça dépend aussi de quel nodule on parle. Après, si on est vraiment sur une volonté de rétablir la physiologie thyroïdienne, à mon sens, oui. Mais voilà, il ne faut pas non plus que ça surstimule la thyroïde. Okay. Bon, après, on est dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la modulation. Donc, c'est difficile de faire des bêtises quand même avec ce complément. Ok. Tac. Si la thyroïde a été retirée, plus besoin d'iode? Alors, plus besoin d'iode pour la thyroïde, mais ça ne veut pas dire plus besoin d'iode du tout. Mais effectivement, si la thyroïde a été retirée, à ce moment-là, la synthèse ne va pas se faire.
Pour une prise en charge globale, faut-il commencer par l'intestin, le foie, les mitochondries et les besoins de la thyroïde? Donc, je ne sais pas si la question c'est dans quel ordre ou tout ça en même temps. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, j'aime bien, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, mais tout thème confondu en coaching aussi. Et on se dit, mais il y a tellement à faire et c'est tellement multifactoriel. Par quoi on commence? Et c'est vrai que ça peut être intéressant de procéder par étapes. Très souvent, la personne aussi va vous guider en fonction de son objectif. C'est ce qui nous intéresse aussi, hein, c'est de voir l'objectif que la personne a et de l'accompagner là-dedans. Très souvent, quand même, j'aime bien commencer par la thyroïde d'abord parce que c'est ce qui va vraiment relancer le métabolisme, c'est ce qui va relancer l'énergie et c'est ce qui va relancer la vitalité et avec la vitalité, tout découle après. Par exemple, si on s'occupe d'abord du foie sans s'occuper de la thyroïde, il faut savoir qu'en hypothyroïdie, le foie ne va pas pouvoir sécréter d'acide biliaire de manière optimale. Donc, on va s'occuper de la digestion. Alors, on va peut-être aider, on va peut-être apporter un petit peu, mais si la thyroïde continue de ramer à côté, on n'aura pas un impact suffisamment marquant. Donc, pour moi, dès qu'on doit revitaliser d'abord, il ne faut pas se priver. Donc, on agit d'abord sur le système glandulaire et le système nerveux, j'ai envie de dire en règle générale. En parlant ou pas de la thyroïde, on va d'abord rechercher l'énergie dans l'organisme parce qu'après, une fois que l'organisme a l'énergie, il sait se réparer aussi. Et on va surfer sur ses capacités d'auto-guérison. Mais oui, procéder par étapes si besoin. Et c'est ce qui justifie aussi nos accompagnements globaux, holistiques et voilà, et sur la durée. Et d'avoir des résultats aussi efficaces sur la durée. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est un peu dans la même lignée. Donc, si on revient sur les compléments alimentaires, est-ce que tu proposes des protocoles et dans ce cas, avec peut-être des chronologies sur les compléments à proposer par rapport à ceux qu'on a vus? Alors, je crois que les compléments, c'était avant. J'ai mis tellement de diapos. Je vous ai tous assommés. Typiquement, voilà, sur ce type de complément, est-ce que pareil, il y a un ordre de priorité? Alors là, c'est tellement interindividuel, c'est très compliqué en fait. Sur, par exemple, cette slide-là, avec ces 3 compléments-là, si on a besoin de relancer la thyroïde ou tout ce qu'on a vu en lien avec le métabolisme de la thyroïde et qu'on a besoin de faire à côté, pour moi, c'est important de pouvoir apporter les deux ensemble. Mais ne proposez pas des PHV avec 18 compléments. 1, 2, 3, on essaye 3 maximum. Après, ça va dépendre vraiment des personnes aussi. Et, parfois, il faut vraiment alimenter aussi pas mal. Et même, pourquoi pas, si on sent que la personne est fatiguée, qu'elle est anémiée, etc., on peut très bien se contenter, par exemple, de commencer par le fer-alim, si on a besoin de refaire le stock de fer. Et on va voir ce que ça va débloquer. Et puis après, on fait le point et on ajuste aussi en fonction. Par contre, effectivement, si on voit qu'il y a un ralentissement thyroïdien qui va bien au-delà du déficit en fer, on peut déjà proposer les deux, par exemple. Ok, cas par cas. Et pour les durées, c'est indiqué, je ne sais pas si c'est peut-être sur les documents que tu avais transmis en plus, sur les fiches techniques, ça va être indiqué pour les durées de prise pour chacun des compléments. Ouais. Généralement, bon, le Lorithirol, je ne le conseille jamais en dessous de 3 mois, de toute façon. Et puis après, c'est pareil, on voit, on adapte. Parfois, ça peut être 6 mois. En fait, je me rends compte que c'est un complément aussi qui est efficace et qui fonctionne même en dessous de la dose conseillée. Donc, bon, après, ça va être en fonction de la sensibilité de chacun. Mais du coup, ça peut aussi parfois permettre de faire un petit peu durer les boîtes, un petit peu durer les cures et de venir remonter l'équilibre de la thyroïde jusqu'à ce qu'elle devienne complètement autonome. Et pour le faire, c'est pareil, on va supplémenter sur 2 mois, 3 mois, on refait un bilan à ce moment-là et on voit s'il y a besoin de poursuivre ou pas. Quand on est sur une problématique chronique, de toute façon, plus c'est inscrit dans le chronique et dans, j'allais dire le lésionnel, mais sans même passer par là, mais plus c'est inscrit dans le chronique, plus on va avoir besoin de temps. Et pour les adaptogènes aussi, c'est une réalité. C'est-à-dire que même si la personne, au bout de 15 jours, vous dit c'est bon, je vais mieux, n'arrêtez pas. Poursuivez quand même au moins 2 mois, voire 3 mois, histoire de remettre en place l'équilibre, soit des hormones, soit des neurotransmetteurs. C'est vraiment important quand même. Sinon, après, ça rechute. C'est dommage. Comment expliquer une personne avec TSH++++, aucun symptôme depuis plus d'1 an sous l'évothyrox, s'il n'y a pas d'amélioration? Est-ce qu'il y aurait d'autres causes sous-jacentes? Alors, ouais, ça pourrait être intéressant d'en savoir plus quand même par cette personne parce que c'est un petit peu ce que je disais aussi tout à l'heure. Est-ce que là, on accompagne le bilan ou est-ce qu'on accompagne la personne? Enfin, quelle est la demande derrière de cette personne? S'il n'y a aucun symptôme,
Comme on n'est pas tous égaux, on peut parfois avoir des TSH qui fournissent un petit peu plus, mais ça peut être aussi une hyper, comment dire, un hyper fonctionnement au niveau hypothalamo-hypophysaire aussi, et la thyroïde régule ensuite, quoi. Donc voilà, ça peut être à creuser, mais quelle est la problématique qui fait que la personne a voulu aller voir le médecin ou le naturo ou le micronutritionniste, enfin bref, le praticien, quoi. Quand il n'y a pas de symptômes, ouais, c'est vrai que c'est délicat du coup de mettre quelque chose en place sans avoir plus d'informations. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Est-ce que j'ai vu une question qui peut être intéressante éventuellement? Est-ce que vous utilisez s'il y a des questionnaires peut-être que toi tu utilises pour essayer de repérer certains des symptômes, des choses standardisées ou non? J'ai pas de questionnaire tout fait. Alors, j'en ai peut-être dans ma base de données et je me dis oui, j'allais dire oui, je pourrais vous l'envoyer parce que c'est le cœur qui parle, mais en fait, je vois pas comment je pourrais faire ça. Mais je pense que c'est quelque chose que j'utilisais peut-être, oui, avant, parce que c'est toujours rassurant aussi d'avoir un questionnaire. Comme ça, on sait qu'on n'oublie rien. Et en fait, dans l'entretien, le fait d'être libre aussi, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus facilement des liens et qu'il y a une fluidité aussi qui s'installe. Donc, on peut poser énormément de questions qui vont avoir un lien de près ou de loin avec la thyroïde sans nécessairement suivre de questionnaire. Mais c'est vrai que les questionnaires peuvent être intéressants dans certains cas. Mais en tout cas, en ce qui concerne la thyroïde, je ne m'en sers pas ou je ne m'en sers plus. Ok. Je ne sais plus, peut-être dans les annexes, est-ce qu'il y a peut-être un listing des aliments qui sont goitrogènes? Parce que j'avais vu une question passer par rapport à ça aussi. Je ne sais plus s'il y a le listing. J'aurais peut-être dû le mettre en fait. Ça va être tous les crucifères. Et donc j'ai dit donc les choux, le manioc, l'igname, patate douce, navet, radis, le soja aussi quand il est consommé en excès. Je crois que j'ai fait une liste à peu près exhaustive, à peu près. Merci pour cette liste. Alors, on a vu l'orityrol et l'évothyrox, et quelqu'un qui prendrait déjà par exemple juste de la L-tyrosine, c'est possible de recommander en plus, tout dépend du dosage, j'imagine. Tout dépend du dosage. Et puis là, je me dirais, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement basculer sur le laurityrol ou à ce moment-là, basculer sur le laurityrol et puis diminuer la dose de tyrosine si vraiment il y a un besoin. Mais ouais, naturellement, j'aurais pas forcément mis les deux parce que le laurityrol est déjà bien pensé, c'est physiologique, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien assimiler. C'est toujours très riche en cofacteurs en fait leurs produits. Donc ça permet toujours de veiller à une assimilation optimale justement des micronutriments, des acides aminés, de la phyto qui est proposée et de son transport, de son acheminement, de son assimilation même jusqu'en bout de chaîne, quoi, jusqu'au niveau cellulaire ou mitochondrial ou tout ce qu'on souhaite cibler. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait pertinent de maintenir la tyrosine en complément à côté. Dans l'alimentation, oui, mais en complément. Ok. Et peut-être une dernière pour la route, après je pense qu'on va devoir y aller. Je posais la question tout à l'heure, comment accompagner au mieux l'hyperthyroïdie? Alors, l'hyperthyroïdie, là c'est pareil, on peut revenir aussi, ça m'embête un petit peu, je ne me sens pas autonome. C'était vers où? Alors, c'était un peu avant. Au niveau des compléments ou alors là, voilà, c'est ça. Pour accompagner l'hyperthyroïdie, en fait, on va s'occuper principalement du stress et de l'auto-immunité. Il y a quelque chose aussi que je n'ai pas développé et plutôt que peut-être de répéter ce que j'ai dit et ce que j'ai mis pour l'hyperthyroïdie, je vais apporter une information supplémentaire qui est aussi la vigilance face aux infections froides. Alors là, c'est pareil, on pourrait faire un webinaire ou même une semaine de formation là-dessus, tellement il y a à dire. Très souvent, les déséquilibres thyroïdiens peuvent être liés à des infections froides. Qu'est-ce que c'est qu'une infection froide? C'est un pathogène qui va rester dans le corps. On peut le voir notamment avec les virus de l'herpès ou de la mononucléose, par exemple avec l'Epstein-Barr virus, qui va présenter une similarité en fait et qui va venir tromper l'immunité et qui va se détourner de son chemin et attaquer les cellules thyroïdiennes ou les enzymes thyroïdienne, ce qui est embêtant pour nous. Ça peut générer des hyperthyroïdies ou
des hypothyroïdies aussi. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi à prendre en compte et de demander dans le questionnaire que je n'ai pas à vous fournir, mais on peut toujours demander à la personne si elle a eu Epstein-Barr virus, s'il y a eu des sérologies de fait, s'il y a eu la mononucléose, s'il y a de l'herpès, etc. Alors, il y a d'autres infections froides aussi, mais très souvent, c'est l'Epstein-Barr virus qui va être en cause dans les problématiques auto-immunes de la thyroïde. Et pour l'hyperthyroïdie, on peut retrouver aussi l'hyperperméabilité intestinale, évidemment, puisque ça vient aussi perturber l'immunité. Et très souvent, parce que c'est également un cercle vicieux, on va retrouver un stress qui est présent. Parce que plus on stresse, plus on va stimuler la thyroïde pour pouvoir répondre à ce besoin métabolique. Et plus on est activé par la thyroïde, plus on va aussi se sentir stressé, plus on va être dynamique et plus on va se sentir stressé. Donc, généralement, l'hyperthyroïdie, on ne va pas forcément agir tout de suite sur la thyroïde, ou alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en apportant des antioxydants pour protéger la thyroïde et en même temps pour moduler l'immunité. Mais sinon, on va plutôt avoir des pistes d'accompagnement, les pistes d'accompagnement habituelles en termes d'auto-immunité et en termes de gestion du stress. Génial. Mais écoute, merci Maëva pour cette présentation hyper riche. Pour rappel, je vous ai remis le lien dans le chat. Le replay sera bien disponible. Toutes les infos sont bien sur les slides. Vous aurez accès à toutes les références. Donc, n'hésitez pas à passer, chercher le replay sur l'Académie via Simplicure. Merci mille fois encore Maëva. Avec grand plaisir. Et puis, je pense que toutes les infos ont énormément plu. Il y a énormément de messages positifs dans le chat. Donc, merci encore. Ah, merci beaucoup. Alors, j'ai pas pris vos messages, mais merci. C'est toujours un plaisir de participer et de parler de la thyroïde. J'adore. Mais je vous souhaite à tous, merci à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui aussi. Bon après-midi à tout le monde et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne journée.